Nous sommes de retour sur le plateau d'Info 10 pour un focus spécial mieux-être et évolution professionnelle. Et ce soir, je reçois trois magnifiques femmes. Effectivement, quelques jours après la journée internationale des droits des femmes, on se rend compte que les femmes aussi, voilà, elles sont présentes pour nous aider. Elles ont ce droit de nous aider à évoluer, femmes comme hommes. Et en petit tour de présentation, je reçois ce soir Madame India Chesnel. C'est bien cela. Coach en intelligence émotionnelle. Bonsoir et merci de votre présence sur notre plateau. Bonsoir et merci pour l'accueil également. Je reçois également Barbara Montpierre, coach professionnelle en communication émotionnelle. Bonsoir et bienvenue à vous. Merci beaucoup. Bonsoir Ophélie. Bonsoir à toutes et à tous et heureuse d'être parmi vous. Nous avons également avec nous Muriel Lantin, coach de professeur de yoga, experte en yoga, et vous avez donc créé le concept Mindfulness Yoga. Exactement. Bonsoir Ophélie, bonsoir à tous. Bonsoir et merci de votre présence. Merci. Et enfin avec nous Marie-Laure Giroudière, formatrice et créatrice des ateliers Murmures d'enfance. Merci, bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous d'être présente. On va justement commencer avec vous, Marie-Laure. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que les ateliers Murmures d'enfance et en quoi justement ça permet au mieux-être et à l'évolution, qu'elle soit personnelle ou professionnelle ? Oui, alors je suis formatrice, consultante en bilan de compétences et en analyse de pratique depuis 2010 en Guadeloupe. Et j'ai créé également donc, les ateliers Murmures d'enfance qui permettent d'accompagner les professionnels de la petite enfance et les parents, donc tout ce qui est soutien à la parentalité dans la psychologie de l'enfant. Donc je propose des consultations, des analyses de pratique et des modules de formation. Très bien. Et quelle forme, justement, prennent ces ateliers ? Comment est-ce que vous les mettez en place pour qu'ils s'adaptent aussi bien aux enfants, aux adolescents ou aux adultes ? Alors, c'est plutôt adressé aux adultes, mais pour les enfants, pour le bien-être des enfants, pour une communion entre le parent ou le professionnel de la petite enfance et l'enfant. Et donc, je propose des conférences aussi, des ateliers de soutien à la parentalité. Et également donc, des modules de formation donc vraiment en lien direct avec la psychologie de l'enfant, le développement de l'enfant et de l'adolescent, tout ce qui est neurosciences ou liens d'attachement, etc. Très bien. On reviendra justement plus en profondeur sur comment est-ce que ces ateliers peuvent permettre aux adultes d'être mieux, d'être bien aussi, de manière générale, voilà, dans leur tête, dans leur corps, tout au long donc, du coup, de ce focus. Nous avons donc également Muriel Lantin, pardon. Donc, vous êtes professeur de yoga. Qu'est-ce que le yoga ? Comment on pourrait définir en quelques mots le yoga et ses bienfaits sur le corps et la santé ? Alors, le yoga, on va dire que c'est l'union entre le corps et l'esprit. Et les bienfaits sur la santé, c'est à la fois pour revenir un peu plus à l'intérieur, être un peu plus dans le calme et être un peu plus, j'ai envie de dire, dans la souplesse du corps et aussi de l'esprit. Parce que c'est vrai que souvent, quand je dis je pratique le yoga, la première des choses qu'on me dit, je ne suis pas souple. Mais il n'y a pas que le corps, il y a aussi l'esprit. Et c'est pouvoir justement avoir cette harmonie entre les deux, cet équilibre que permet le yoga. Très bien. Et comment justement vous êtes devenu professeur de yoga ? Et peut-être qu'est-ce que vous, le yoga, ça vous permet à vous ? Qu'est-ce que ça développe en vous ? Qu'est-ce que ça permet de changer pour vous et les autres personnes que vous accompagnez ? Alors, je pratique le yoga depuis l'âge de 16 ans, donc ça fait déjà un petit moment maintenant, puisque je vais avoir 42 ans. Et à la base, c'était vraiment pour pallier à mes problèmes de respiration. Et j'ai vu l'évolution que ça pouvait avoir. J'ai vu justement que ça me permettait d'avoir une véritable colonne vertébrale, à la fois dans la vie, puisque dans le yoga, il y a ce qu'on appelle aussi les yamas et les niyamas, qui sont un peu des fils de conduite et qui nous permettent d'être vraiment alignés entre ce qu'on est et les valeurs que l'on souhaite défendre. Et puis, du coup, j'ai assisté en fait en tant qu'élève de yoga. Et il y a eu deux de mes professeurs qui souvent m'ont dit « Mais est-ce que tu ne voudrais pas passer de l'autre côté ?» qui m'ont donné en tout cas l'opportunité, et je les en remercie, de franchir le cap et d'aller vraiment dans l'enseignement, puisque c'est vraiment autre chose entre la pratique et du coup accompagner l'autre aussi à embrasser ce chemin. Qu'est-ce que ça permet d'apporter dans le quotidien ? Et c'est vraiment, en tout cas, je remercie vraiment de faire ce plateau, parce que mon ambition, en tout cas, est de dire que c'est pas simplement sur le tapis qu'on peut avoir justement des belles pratiques ou des belles postures ou de la respiration, des moments à soi, mais c'est aussi dans la vie professionnelle. Et d'ailleurs, le mindfulness, en fait, le cours que j'enseigne dans l'espace dans lequel je travaille au quotidien,
quotidien. C'est vraiment pour ça, pour montrer qu'on peut allier à la fois, je vais dire le mot aussi, spiritualité, bien-être, alignement, avoir des valeurs, avoir de l'empathie, de la bienveillance, mais aussi, et d'ailleurs je connais un peu ces femmes merveilleuses qui sont à mes côtés, qui sont aussi des chefs d'entreprise, et qu'on peut allier, qu'on peut être dans l'abondance, qu'on peut assumer le fait de vouloir réussir, de vouloir gagner de l'argent, mais avec une bonne pratique. Très bien. Et c'est vrai qu'on retrouve aussi cette dimension des émotions dans le yoga. Et donc avec nous, on a justement deux professionnels où le terme justement émotionnelle revient. On va commencer par vous, Barbara Montpierre. Est-ce que vous pouvez nous dire justement d'où est venue cette vocation, en fait cette envie de devenir coach en communication émotionnelle? Et vous pourrez aussi nous préciser qu'est-ce que la communication émotionnelle? Alors, ce que je propose, du coup, c'est de commencer par ce que c'est que la communication émotionnelle. Et ça expliquera d'ailleurs aussi le parcours. Donc, la communication émotionnelle consiste à être aligné. Donc, je reprends un peu tout ce qui a été dit. Donc, être en phase avec ce qui se passe à l'intérieur de soi, accueillir, comprendre ses émotions, arriver à mettre des mots sur ce que je ressens, ce que le corps vibre, ce que le corps me dit, ce que je n'arrive aussi pas à exprimer, pour ensuite justement m'exprimer tout ça à moi-même, donner du sens. Comprendre, dans la bienveillance, dans un cadre bienveillant, puisque il y a des choses qui ne sont pas forcément évidentes à recevoir, à accueillir, à comprendre, à accepter. Et puis ensuite, une fois que j'ai réussi à me les exprimer, arriver dans un cadre aussi sécurisant de les exprimer à moi et les exprimer aussi aux autres. Ce qui permet d'être beaucoup plus en phase avec soi. Une émotion est faite pour être vécue, pour être entendue, elle donne du sens, elle a du sens. Une fois que j'arrive à comprendre, donc à m'accepter avec mes forces et mes faiblesses, eh bien j'arrive aussi par la suite, par le biais de travail, de développement personnel et puis par l'accompagnement de professionnels, eh bien à exprimer aux autres qui je suis. Finalement, je vibre, voilà, je suis en émotion, donc je suis. Voilà, concrètement, sur la partie de la communication émotionnelle. Donc, moi, j'interviens dans le cadre personnel. Donc, toute personne qui souhaite justement mieux comprendre, mieux vivre ses émotions, mais aussi dans le cadre d'organisation, d'entreprise, dans tous ces domaines-là, en fait, à partir du moment où il y a ce besoin de mieux s'exprimer aussi. L'expression, ça parle aussi de tout ce qui se passe à l'intérieur pour que je sois pleinement en phase avec tout ce que j'ai envie de vivre, tout ce que je vibre et ce que je veux dire. Voilà, sur la partie émotionnelle. Alors, pour revenir sur mon parcours, pourquoi? Ça a commencé par une histoire personnelle. J'en parlais d'ailleurs avec Marie-Laure juste avant de venir. Alors, j'ai commencé en tant que coach bancaire. Donc, avec cette partie accompagnement, donc posture de l'humain, évidemment, mais surtout focus sur des techniques de vente. Donc, rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Mais pourtant, ça a été le commencement. Le commencement et l'amour de l'humain. C'était la première phase, on va dire, dans le domaine professionnel. Personnellement, je me suis posé des questions sur notre société, sur la femme particulièrement, étant moi-même aussi confrontée à des difficultés, limite souvent à sentir que je suis à côté de mes pompes, à faire des choses que je n'ai pas envie de faire, mais avec des choses qui finalement étaient là et qu'il fallait que je fasse. Il faut que... Donc, j'ai pu mettre du sens et des mots sur ce qu'on appelle les injonctions de faire et de ne pas faire, les drivers, pour parler dans un langage qu'on va comprendre, ce qui nous drive sans le vouloir. Et c'est vrai que j'ai voulu aller plus loin. J'ai voulu me comprendre, m'accepter, et puis avec l'amour des autres, mais ensuite d'accompagner pour mieux aider les femmes. Ça a commencé par là. Et puis, tout ce que je fais aujourd'hui pour arriver jusqu'à la parentalité, j'en parlais justement avec Marie-Laure tout à l'heure. Voilà. Très bien. Donc on se rend compte effectivement que dans vos différentes expertises, il y a un lien qui se fait toujours autour de l'humain et du développement personnel. C'est ce qu'on peut dire aussi, c'est des différentes expertises qui permettent d'évoluer vers le mieux, vers on va dire une meilleure personne, quelqu'un qui se sent bien, que ce soit en tant que femme, en tant que parent. C'est l'ensemble de tout ça un peu, si on peut le dire. Tout à fait. Très bien. Et donc du coup, est-ce que, India, je m'adresse à vous cette fois-ci, est-ce que dans l'intelligence émotionnelle, on retrouve justement cette communication émotionnelle? Et si oui, est-ce que vous pouvez aussi nous expliquer qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle? Bien sûr, je pense que c'est vraiment une continuité de tout ce qu'on s'est dit. Donc, l'intelligence émotionnelle, en fait, c'est plusieurs compétences qui nous permettent de naviguer dans le quotidien. Donc, il y a plusieurs écoles, mais vraiment les 5 grandes, le pionnier dans l'intelligence émotionnelle le représente justement sous 5 grandes compétences. Donc, on a vraiment la conscience de soi, la maîtrise de soi, l'empathie, les relations humaines et l'automotivation.
L'idée, c'est en fait de développer justement cette intelligence émotionnelle. On a aussi l'intelligence sociale, l'intelligence... Enfin, voilà, une intelligence humaine plus, au lieu de l'intelligence cognitive qu'on connaît bien, le QI. Là, l'idée, c'est de se dire, OK, on a un ensemble de choses qui font qu'on est humain. Et on est d'abord des êtres qui ressentons avant d'être des êtres qui pensons. Donc, pourquoi pas en fait prendre le tout et en faire quelque chose pour mieux naviguer dans notre quotidien, parce que tout n'est pas blanc ou noir, on le sait. Donc voilà, c'est l'intelligence émotionnelle vraiment englobe cette partie-là et ça marche autant dans le côté perso mais que le côté pro. Aujourd'hui, on entend beaucoup justement l'intelligence émotionnelle avec le leadership, les leaders qui doivent être émotionnellement intelligent. C'est vraiment au Canada où j'ai étudié, où j'ai commencé ma pratique, c'est quelque chose qui est sur les fiches de poste. Lorsqu'on postule, lorsque les entreprises ouvrent leurs postes, c'est quelque chose qui est présent. Donc voilà, j'ai décidé de rentrer en Guadeloupe justement pour pouvoir un peu partager mon savoir, partager mes connaissances et qu'on puisse justement peut-être être un peu plus, alors pas forcément centré sur toi, mais plus s'écouter pour s'ouvrir au monde, pour s'ouvrir aux autres tout simplement. Tout à fait. Donc voilà. Très bien, je vous remercie. C'est vrai qu'on entend justement souvent ça, qu'avant, j'ai envie de dire grossièrement, de penser aux autres, de faire pour les autres, il faut d'abord penser à soi. Qu'est-ce que vous en pensez et comment est-ce que vous le mettez, je vais dire, en pratique auprès de vos coachés ? Comment est-ce qu'on tend justement vers un recentrement sur soi avant d'aller vers les autres ? Je vous laisse la parole à celle qui désire. J'ai envie, parce que ça m'a tout de suite accroché, l'écoute. Il y a une chose qui est essentielle et si on remarque un peu notre société, alors plus largement, en plus j'entends, je te tutoie, du coup que tu viens du Canada, le Canada a une certaine longueur d'avance, oui, sur tout ce qui est développement personnel, même j'ai envie de dire, même dans les entreprises, il y a vraiment des espaces dédiés, n'est-ce pas, sous la partie mieux-être. Mais quand on regarde notre société antillaise, depuis quelques années, on va dire qu'il y a une mouvance où on a besoin de comprendre, donc il y a cette phase où on veut mettre des mots sur ce qui se passe. J'ai envie de parler d'une forme de lutte, une forme de lutte un peu émancipatoire, où on veut donner du sens, je dis on, donc que ce soit femme, homme, on veut donner du sens à ce qui se passe. Et c'est de comprendre, justement, je prenais mon exemple personnel en parlant de ce que je voulais apprendre sur moi, mais c'est vrai qu'il y a cette phase où on est dans une période où on veut conscientiser, on veut comprendre. Donc, ça parle justement de ce besoin de s'écouter davantage, de ne plus subir des choses qu'on a connues, des schémas répétitifs, que ce soit par rapport à notre histoire, par rapport à notre environnement, des facteurs justement qui nous ont conduits à agir de telle ou telle manière. Donc, l'une des phases centrales, à mon sens, je laisserai mes consoeurs s'exprimer, c'est d'arriver à se permettre cet espace d'écoute de la personne, de soi. Alors déjà, nous, ici présentes, s'écouter, mais justement à accompagner l'autre à pouvoir s'écouter, s'entendre, s'écouter. Donc c'est la première chose que j'aurais envie de dire et puis je laisse mes consoeurs compléter. J'aurais un exemple pour compléter un petit peu ce que Marie-Pierre a dit. C'est ce que je donne souvent à mes élèves, c'est quand on prend l'avion, et qu'on a justement les consignes de sécurité, on nous dit mais mettez d'abord votre gilet de sauvetage et après vous allez pouvoir mettre le masque, enfin c'est le masque pardon, d'abord le masque d'oxygène et après vous allez pouvoir le mettre aux enfants ou autres. Donc d'abord en fait c'est se comprendre, d'abord c'est prendre soin de soi et après on peut justement transmettre, on peut justement mieux accompagner et je pense en plus qu'on est un peu toutes dans cette démarche, c'est-à-dire on a eu forcément quelque chose qui nous a un peu ou chamboulé ou en tout cas donné l'envie d'aller plus loin dans ces parts d'ombre pour se comprendre. Et ce qu'on nous dit aussi, nous en tant que professeurs, c'est qu'on ne peut pas enseigner ce qu'on ne sait pas, ce qu'on n'a pas vécu. On ne peut pas non plus dire, mais voilà, fais ci, fais ça, si on n'a pas soi-même pas totalement mis en pratique, mais en tout cas d'une certaine manière expérimenté. Donc effectivement, si on a cette écoute, si on a d'abord ce temps où on se recentre sur soi, on peut être beaucoup plus ouvert en fait à l'autre. Et c'est là où revient la notion d'empathie et de bienveillance, parce qu'on sait aussi que l'autre, il a ses blessures, il a aussi ses parts d'ombre, et si on les a comprises nous-mêmes, on les a acceptées, on sera peut-être plus bienveillant et en tout cas empathique vis-à-vis de l'autre. Très bien. J'aurais rajouté qu'on est tous différents. Donc en fait, par exemple, si je prends vraiment l'exemple du quotient émotionnel qu'on calcule avec des tests psychométriques, mais au-delà de ça, c'est qu'un même résultat peut ressembler à quelque chose de différent chez un coaché ou un autre. Et donc ça va être super important justement. Oui, on peut être tourné par l'autre, mais on ne peut pas donner à l'autre ce qu'on n'a
on ne s'est pas donné à soi. Et donc ça, c'est pour ça que c'est important de faire ce travail personnellement et pas juste de regarder, ah, l'autre a fait ça, l'autre a dit que c'est ça qu'il faut faire. Non, 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 il y a vraiment un vrai chemin personnel, un vrai travail de fond à faire pour pouvoir d'abord se dire, voilà qui suis-je et comment je peux mettre ma pierre à l'édifice pour qu'elle ait un vrai impact. Très bien. Et est-ce que c'est cette démarche justement qu'on retrouve dans la parentalité où d'abord effectivement on va dire que le parent doit penser à soi, travailler sur lui pour après transmettre le meilleur à l'enfant? Effectivement, donc, que ce soit le parent ou le professionnel de la petite enfance, il y a d'ailleurs un module qui s'intitule « Prendre soin de soi pour prendre soin des autres ». Donc vraiment faire le point sur nos besoins propres, nos limites, nos croyances, tout ce qui fait partie en fait de notre réalité pour pouvoir ensuite avoir un espace vraiment pour donner le meilleur de nous-mêmes. Et en tant que parent, je travaille aussi beaucoup sur le burn-out parental où ce besoin d'être en accord avec soi-même pour pouvoir donner à l'autre, il est simplement nécessaire. Très bien. Et justement, comment est-ce que les parents, les professionnels de la petite enfance peuvent, j'ai envie de dire, se mettre dans cette démarche? Comment ils peuvent justement, à quel moment est-ce qu'il y a un déclic pour entrer dans une démarche de reconstruction? Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'ils viennent à vous, si je peux dire simplement? Alors, pour les professionnels, il y a ce qu'on appelle donc, la formation continue. Donc, ils peuvent se former, ils ont des droits à la formation. Donc, ça permet, par exemple, aux assistantes maternelles, aux auxiliaires de crèche, aux AESH de se former de manière continue, soit par le biais de leur CPF, le compte personnel de formation, ou par l'entreprise elle-même qui met des dispositifs en place. Donc, elles ont accès à ça, soit personnellement aussi par leur propre initiative, c'est possible aussi. Et quant aux parents, c'est souvent sous forme de consultation ou quand il y a un besoin qui se fait ressentir ou même en amont du besoin, parce qu'on sait à quel point ça peut être compliqué de devenir parent, ça change toute notre sphère habituelle. Et ce qu'on appelle aussi la maltraitance, donc quand on change d'identité par le biais de la maternité. Donc à partir du moment où il y a un changement dans notre vie, c'est peut-être important d'aller chercher des réponses à l'extérieur. Très bien. Est-ce que pour vous aussi, mesdames, il y a ce déclic peut-être où vos coachés viennent vers vous parce qu'ils ont un changement dans leur vie ou qu'ils veulent voir ce changement au niveau de leur santé émotionnelle, spirituelle? Comment est-ce que généralement vous êtes abordés? Comment est-ce que débute une consultation avec vous, une séance de coaching? Ça commence par du mal-être. Si on fait le parallèle avec la thématique, c'est souvent, je me sens pas bien, effectivement, il y a quelque chose qui se passe dans ma vie, j'ai envie d'aller mieux, j'ai envie de respirer mieux, j'ai envie de me sentir mieux, je suis stressée souvent par rapport au milieu professionnel aussi. Donc, en tout cas, c'est bien parce qu'il y a une prise de conscience, en tout cas, que ça ne va pas et qu'aujourd'hui, il y a des outils qui vont permettre d'aller mieux. Très bien. Et pour vous, c'est un peu similaire? Tout à fait. Alors, quand tu parles de mal-être, effectivement, donc ça me parle dans le sens où, le plus souvent, quand les coachés viennent, il y a un ressenti, il y a quelque chose. Et on prend ce temps, donc personnellement, je prends le temps avec eux de dire, j'aime bien dire quel est ton mood, ou qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu ressens dans ton corps. Parce que certaines fois, on peut ne pas avoir conscience tout de suite de ce qui cloche. Enfin, c'est aussi le rôle de l'accompagnateur, du professionnel. Mais notre corps a une longueur d'avance. Les émotions ont une longueur d'avance. Et dans un premier temps, pour accompagner la personne, elle vient me voir, je sais pas, elle va me dire, je sais pas, il y a quelque chose qui cloche, quelque chose ne va pas. On va prendre ce temps d'écoute, je reviens sur l'écoute, mais c'est souvent parce qu'il y a quelque chose qui cloche. Soit la personne, elle sait déjà clairement, ça n'a pas été, j'ai eu du mal à prendre la parole, j'ai du stress. Ou soit elle ne sait pas, mais en tout cas, on pourra toujours s'appuyer sur le domaine émotionnel qui pourra en fait justement donner un petit peu la température de ce qui se passe. Et puis on découvre ensuite ensemble ce qui va bien, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont bien aussi. Souvent quand ça va mal, on prend le temps on s'arrête sur ce qui ne va pas bien, ce qui est assez normal. Mais le fait de prendre aussi ce temps pour découvrir ensemble ce qui fonctionne, ça aide à mettre du carburant au moteur. Très bien. Et oui, si India, vous souhaitez prendre la parole? Oui, c'est vrai que souvent,
Malheureusement, le déclencheur va être un surplus et on va ressentir un mal-être. Mais j'ai envie de dire qu'on n'est pas obligé d'attendre ça. J'ai des coachés qui arrivent en me disant j'ai envie de passer à l'étape supérieure. Je sens qu'il me manque quelque chose. Ma vie va bien, je suis pas. Mais je sens qu'il me manque quelques petites compétences, que ça soit me connaître peut-être un peu moi avant, parce que je sens que là, je suis arrivée à un bout où je n'arrive pas à passer à l'étape supérieure. Donc il y a aussi cette partie qu'on peut aborder de se dire ça va dans ma vie, mais j'ai envie peut-être d'avoir quelque chose de différent. Donc effectivement, on va écouter d'abord l'autre. Le corps a clairement une longueur d'avance. Et si on apprenait un peu plus à l'écouter, finalement, on serait peut-être aligné. Mais malheureusement, dans notre société, on n'a pas forcément appris à écouter son corps avant. Ou en tout cas, on écoute juste les symptômes lorsqu'ils sont très graves. Quand on parle d'écouter son corps, ça peut être juste... la sensation dans le ventre, ça peut être la jambe qui tremble tout le temps, c'est vraiment des choses très très simples. Hein. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de redescendre dans le ressenti. Et puis, donc ça, c'est vraiment plus le côté personnel. Après, dans le côté professionnel, souvent, moi, justement, mes clients, ça va être des personnes qui veulent avoir un leadership un peu plus innovant. On est en Guadeloupe, on n'est pas... En fait, on est une belle communauté, on est un beau peuple et on a à apprendre des autres comme les autres à apprendre de nous. Et justement, il y a certains chefs d'entreprise qui se disent on est ouvert au monde, la Guadeloupe a de grandes compétences, a de grandes ambitions, et bien il faut aussi qu'on s'ouvre au monde, qu'on puisse prendre par exemple au Canada, parce que j'ai étudié au Canada, mais prendre certaines pratiques parce qu'on voit que ça fonctionne, on voit que les gens sont bien. Et c'est vrai que depuis le Covid, il y a vraiment ce sentiment de ok, on a besoin d'être bien. C'est devenu un besoin où avant c'était un luxe. Je sais pas, les gens se disaient on n'est pas bien, c'est pas grave. Non, là il y a vraiment ce besoin d'être bien. Donc dans les entreprises également, parce qu'ils se rendent compte que les humains ça reste le moteur des entreprises. Donc là on est dans un leadership justement plus conscient, un leadership plus humain. Et et là, on passe justement par du coaching ou des ateliers avec les employés, parce que l'idée, c'est, oui, que les chefs d'entreprise, les managers se forment, soient plus conscients, mais que les employés aussi, étant donné que l'entreprise est également un environnement pour se développer personnellement et professionnellement. Très bien. Effectivement, vous parliez du moment où le Covid, les différentes maladies, un peu la peur avec les confinements, que ça a été, mine de rien, un moteur pour que la population guadeloupéenne, mais même autres, se rendent compte que il y a possibilité d'améliorer des choses dans notre vie, de prendre soin de nous. Ça a été un peu un moteur. Est-ce que vous avez remarqué justement une très grande différence entre l'avant-Covid et l'après-Covid dans la volonté d'être mieux soi-même? C'est quelque chose que vous avez remarqué chacune en tant qu'experte dans votre domaine? Ouais, je ne sais pas si vous avez... Alors moi, c'est plutôt au niveau des bilans de compétences. En fait, est-ce que c'est dû au Covid? Oui, il y a une probabilité, mais beaucoup moins de peur en fait à changer de carrière, à aller vers le changement. Après, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup plus de sécurité pour le salarié aujourd'hui, avec depuis 2019 des droits du travail qui ont été modifiés. Donc avec Transition Pro, par exemple, vous avez la possibilité d'avoir différents dispositifs pour les salariés, comme par exemple le projet de transition professionnelle qui vous permet de vous former tout en gardant votre rémunération, ou le dispositif démissionnaire qui vous permet donc de quitter votre emploi tout en ayant une assurance d'avoir des indemnités chômage pour créer votre entreprise ou pour vous former. Donc c'est beaucoup plus de sécurité pour le salarié de changer d'emploi et d'aller vers vraiment de nouveaux horizons. Et ça, je le constate vraiment, des personnes même qui sont proches de la retraite, qui vont quitter leur poste pour aller vers leur passion. Et beaucoup de personnes aussi qui reviennent à leur amour d'enfance, à se dire « mais j'ai toujours rêvé de faire ça, donc là c'est bon, c'est maintenant j'y vais ». Et qu'ils le font, et je trouve ça beau et vraiment chouette. Des transformations vraiment très belle. Voilà, c'est vrai. Et comme vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas besoin d'attendre. Hein. Parfois, on se dit il est trop tard, mais finalement, il y a toujours possibilité de changer, que ce soit personnellement ou professionnellement. Est-ce que, justement, comment est-ce que, d'un point de vue vraiment professionnel, je m'adresse surtout à Barbara et à Marielle, Marielle, c'est ça, Muriel, pardon, parce qu'on n'en a pas encore discuté. Au niveau professionnel, comment est-ce que ça se matérialise au niveau de vos coachings
chercher, comment ils viennent vers vous, qu'est-ce qu'ils sollicitent comme aide et comment vous pouvez les aider vraiment purement au niveau professionnel. Ok. Alors déjà, pour faire aussi un parallèle par rapport au Covid, c'est vrai qu'on a beaucoup vu une volonté de retour à l'essentiel. C'est-à-dire s'aligner, justement, on en parlait au début, ne pas avoir peur en fait, d'aller vers... Parce qu'au final, le travail, c'est quand même 80% déjà de notre semaine, un temps vraiment assez important de notre vie. Donc si on n'est pas bien au travail, on parle de bien-être aussi, on s'est rendu compte de ça. C'est-à-dire ça a rebougé un peu les lignes et on se dit qu'est-ce qui compte pour nous, où je veux mettre le curseur, qu'est-ce qui est ma priorité, sans aller dans des questions, on va dire, trop philosophiques, mais vraiment, ça a remis le curseur sur ce qui compte pour nous. Après, et aussi, pour faire un parallèle avec l'anticipation, et moi, je suis vraiment ravie de voir de plus en plus de personnes qui me contactent pour ça, c'est d'avoir vraiment des temps dans l'entreprise de respiration et de bien-être qui permettent à la fois, donc notamment j'ai un cours en fait que j'anime de manière régulière le mercredi midi pour des gens en fait d'une entreprise entre collègues où ils ont ce temps de yoga et ce qui permet en fait de pouvoir avoir une autre connexion avec ses collègues et en même temps que l'entreprise ait conscience que le bien-être c'est aussi une part importante. Tu en parlais tout à l'heure India, c'est vrai que le manager va vraiment donner, et si le manager est dans cette vision, va vraiment donner la pulsion de l'entreprise, mais tous les collaborateurs aussi, leur donner un espace de bien-être, un espace d'expression sain, où ils se sentent vraiment dans une écoute bienveillante pour dire ce qui va pas. Ça permet aussi dans la relation professionnelle et même dans l'ambition qu'on veut donner, en tout cas au projet, d'aller plus vers plus de réussite. Et dans le cours de Mindfulness que je propose, c'est ça en fait, c'est déjà avoir la vision, se dire, mais si on fait quelque chose, quelle est l'intention que je veux mettre dedans? Effectivement, et après l'émotion vient, le corps vient pour dire, ah ben non, là, attention, t'es pas aligné, t'as mal au ventre, tu sens que t'es complètement contracté, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas, fais attention peut-être à tes pensées, peut-être que ce que tu es en train de faire, ça ne te correspond pas. Voilà un petit signal pour te dire, attention, tu n'es pas en phase. Donc il y a tout un panel de techniques et d'outils qui permettent dans la vie professionnelle de pouvoir aller plus loin dans du mieux-être et du coup dans un partage et plus de réussite. La respiration aussi, peut-être avant de venir, on vient sur un plateau, peut-être ou avant un entretien, avant de parler, avoir des techniques de respiration pour revenir un peu plus à soi, revenir dans la cohérence cardiaque, revenir dans j'inspire, j'expire, aller dans moins de subjectivité, ce sont des outils qui permettent d'être mieux dans son travail et d'être en tout cas aussi plus aligné. Voilà. Et ça me parle complètement quand tu parles d'alignement et c'est pour ça aussi que j'ai voulu, donc je suis en apprentissage, donc je suis apprentie sophologue, le lien avec les émotions est très fort. Quand tu parles aussi de yoga, donc il y a des techniques aussi qui se regroupent sur le côté essentiel du lâcher-prise. Alors moi, ce que j'ai remarqué dans le domaine de l'entreprise, on parlait de la phase Covid après Covid, c'est effectivement, j'ai envie de dire, une forme de blackout. Blackout, pourquoi? Parce que un grand nombre de personnes se sont vues perdre leur repère. Bon, on a été tous concernés. Le boom de la digitalisation, beaucoup de moins de contacts, le côté justement qui pourrait stimuler les émotions sous la partie dopamine, donc toutes les hormones du bonheur, comment dire, un peu éloignées. Donc ça fait comment dire, vraiment un blackout au niveau de nos valeurs, au niveau de notre façon de fonctionner. Et c'est vrai que ça s'est ressenti au niveau des coachés dans le cadre du travail aussi, où, plutôt que d'être la tête dans le guidon, non, je veux en sortir. Comment je fais? Ça ne me va plus d'être comme ça, de faire, donc en mode travail uniquement, sans qu'il y ait de source de vibration, de source de bien-être, de bonheur. Tout simplement, prendre du plaisir à ce que je fais au travail. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est devenu beaucoup plus important, de pouvoir prendre plaisir à travailler, plutôt que de travailler pour travailler et avoir un salaire. Et si on va plus loin, j'ai envie de parler des enfants, des adolescents, il est beaucoup plus difficile aujourd'hui pour un jeune de faire une scolarité classique sans qu'il ne prenne plaisir à ce qu'il fait. Les générations ont évolué, donc nous devons faire face à tout ça. Et bien, nous retrouvons avec des parents aussi qui doivent faire face à cela. Déjà un peu leur décalage, certaines fois aussi, par rapport au travail qui était nécessaire de faire, que j'avais depuis quelques années, mais ça ne me correspond plus, je ne vibre pas dans ce que je fais au travail. Et l'enfant qui lui-même a du mal à gérer la scolarité, parce qu'il y a eu la phase Covid, et puis finalement, il faut retourner au cours, il faut que, n'est-ce pas? Donc c'est vrai que ça a été compliqué, toute cette partie-là. Et c'est vrai qu'il y a une plus grande anticipation, un besoin de chercher des vibrations, de trouver la passion dans ce qu'on exerce. Et c'est là où le coach aussi rentre
en ligne de mire, hein, il peut accompagner pour justement aider la personne à être plus en phase, alignée avec elle-même et trouver ce qui peut la passionner. Donc là, on va parler justement des différentes compétences, hein, les compétences comportementales, relationnelles, qui vont aider à gagner en confiance, en estime de soi. Et par rapport à cela, eh bien, pouvoir se découvrir des activités où la personne pourra prendre plaisir. Voilà, c'est toutes ces choses-là qui sont des leviers pour justement être dans une meilleure reconversion professionnelle, un meilleur alignement, un meilleur bien-être, une meilleure connexion avec les émotions. Hein? Oui. Voilà, toutes ces choses-là qui sont essentielles finalement de nos jours, parce que voilà, c'est vrai qu'il y a un temps où on en parlait moins, mais aujourd'hui, c'est devenu essentiel. Effectivement, la parole est plus libérée. Et c'est aussi pour ça que vous êtes là ce soir, pour prouver que voilà, on peut être mieux personnellement, tout comme professionnellement, et se faire aider et accompagner justement de coachs et d'experts dans le domaine. On va marquer une petite pub et ensuite on revient donc pour la suite de ce focus. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau d'Info 10 pour un focus spécial mieux-être et évolution professionnelle. Et en parlant justement d'évolution professionnelle, on va parler avec Marie-Laure de ce qu'est la mission de vie et aussi donc l'ikigai. Donc c'est une méthode que vous allez nous décrire pour qu'on puisse comprendre en quoi ça permet justement aussi de trouver sa mission de vie, trouver éventuellement ce pourquoi on est fait, aussi bien je pense au milieu personnel que professionnel. Exactement. Donc l'ikigai, c'est vrai qu'en Occident, c'est plutôt utilisé comme un outil de développement personnel. Mais au Japon, c'est plutôt une philosophie de vie, vraiment un art de vivre, où on va chercher le sens. Pourquoi on se lève le matin ? Qu'est-ce qu'on a envie de faire ? Qu'est-ce qui nous motive ? Vraiment, c'est ce qui nous anime de l'intérieur, donc que ce soit au niveau personnel ou professionnel, c'est vraiment trouver notre mission de vie. Donc les Japonais l'utilisent, par exemple, sur, je ne sais pas si vous connaissez l'île d'Okinawa, où on compte le plus grand nombre de centenaires. Donc c'est ce qu'on appelle les zones bleues. Et justement, ce maintien en bonne santé, en équilibre psychique, c'est grâce à cet ikigai, donc cette mission de vie où on va se lever, par exemple, parce qu'on aime jardiner, donc on va faire ça. On aime interagir, donc être en communauté. On aime faire de la couture ou je ne sais quoi. Donc l'ikigai, dans nos sociétés occidentales, c'est vraiment trouver ce qui nous anime. Donc on va travailler sur ce qu'on aime, ce dont le monde a besoin. Ce qui peut nous apporter une rémunération, parce que c'est important aussi d'en parler, et ce pourquoi on est doué. Donc on va faire des liens entre tous ces domaines et on va trouver donc au centre notre ikigai. Qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui nous propulse dans notre quotidien. Très bien. Et est-ce qu'on se rend compte qu'avec l'ikigai, les personnes justement trouvent réellement ce pourquoi elles sont faites, et est-ce que voilà, après que quelqu'un ait fait son ikigai, est-ce que la personne est plus rassurée, j'ai envie de dire. Comment ça se passe justement, la découverte de l'ikigai, la procédure aussi, comment ça se passe? Donc c'est un outil, on va remplir les différentes catégories dont je vous ai exposé tout à l'heure, mais après c'est plus une orientation. Ça va nous donner les grandes clés finalement pour aller vers un métier qui correspondrait à notre profil, à notre personnalité, à notre réalité aussi, parce que c'est important aussi de prendre en considération tout ce qui nous entoure, notre entourage, notre famille, nos besoins, etc. Mais c'est plus une orientation, oui. Et après, la suite, c'est décliner cette orientation en métier. Très bien. Est-ce que vous avez eu l'occasion, vous, de faire un ikigai, de chercher votre mission de vie avant peut-être d'en arriver où vous êtes maintenant? Alors, si je peux... alors, je n'ai pas fait l'ikigai parce qu'en fait, finalement, j'ai l'impression que c'est un peu la zone de génie, la zone d'excellence, le why, si on veut occidentaliser tout ça. Donc, je pense que oui, on passe par cette réflexion. Il y a différents outils pour le faire. Donc, du coup, l'ikigai, moi, j'ai pas eu l'occasion, j'ai lu dessus, mais j'ai pas eu l'occasion de le faire de cette façon. Mais effectivement, ça passe à travers ces mêmes, je pense, pratiques un peu, ces mêmes questionnements de se dire qu'est-ce que j'aime faire, pourquoi je suis fait, c'est quoi mes talents, c'est quoi ma zone où je suis juste douée en fait, et comment je peux finalement apporter au monde, puis aussi moi vivre en gagnant de l'argent face à tout ça. Tout à fait, oui, effectivement. Je ne sais pas si vous avez un point de vue par rapport à ça. Est-ce que vous avez eu l'occasion? Dites-nous tout, Barbara. Alors, ikigai, non. Je mets un nom sur des techniques. Je serais très heureuse d'en savoir plus, parce qu'on a dit ça, Marie-Laure. Mais moi, ça me parle sur le côté mission de vie, puisqu'effectivement, comme tu viens de le dire aussi, eh bien, il y a des questions qu'on se pose
Donc, pour ma part, ma mission de vie, je l'ai trouvée. Il y a des choses qui évoluent, hein. Alors, certaines personnes peuvent la trouver aussi en se cherchant. Je pense que plus on se cherche, plus on se questionne sur soi, plus on veut donner du sens à sa vie, plus on veut donner du sens à son existence, pourquoi on se réveille, mais comme tu l'as dit, et plus on est conduit aussi à vouloir avoir des réponses, des solutions, des outils, trouver des personnes finalement aussi. Alors chacun ses croyances, hein. Je parlerai du fort intérieur, du fait dans le silence de pouvoir cultiver ces ressources incroyables, intarissables que nous avons en nous, tout simplement dans un temps de silence qu'on peut trouver pour chercher justement des réponses profondes. Donc, ça demande un gros travail aussi, hein. Tu parlais du yoga, chacun ses techniques finalement. Mais de toutes les façons, le fait de pouvoir se prendre un temps de silence pour se recentrer sur soi, on parle souvent de ça sans forcément donner des indications, et bien se poser des questions concrètes sur son existence. À quoi je sers? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire qui me donnera du sens, qui fera que j'aurai la patate, le sourire, qui va faire que quand j'aurai telle action, quand j'aurai telle interaction avec telle personne, ça me fera un bien fou et j'aurai envie de reproduire. Finalement, c'est aussi une manière de donner du sens aux actions qu'on va faire. Alors, évidemment, on ne peut pas faire que ça pour commencer, mais si on croit que finalement, nous avons tous en nous un pouvoir créateur par la pensée, si on parle de la pensée positive et toutes les méthodes, hein, des méthodes qui en découlent, mais si je pense quelque chose et que je l'affirme, on va parler de la programmation neurolinguistique qui va venir stimuler justement à la création ce que je pense, l'affirmation. Ce sont des choses qui fonctionnent, qui sont très simples et qui finalement aussi nous aident à mieux nous aligner, à mieux aussi comprendre ce qui nous passionne, à mieux aller dans la direction de notre mission de vie. Donc, ça m'a stimulée, j'ai envie d'en savoir plus. Et oui, je pense que ce sont des choses qui ne font que du bien finalement. Tout à fait. Et je vais juste rajouter, c'est vrai, ces questionnements, c'est vraiment avec bienveillance qu'il faut, parce que je pense qu'on a des questions constamment. Et ces questions peuvent être un peu overwhelming dans le sens où ça nous submerge. Je suis fait pour quoi? C'est dur comme question. Enfin, qui suis-je? C'est hyper dur de répondre autre que je suis une maman, je suis une chef d'entreprise, je suis... Bon. Et finalement, je me dis que c'est important justement d'avoir des personnes qui nous accompagnent à un certain moment. Je pense qu'il y a une partie où on peut le faire seul et on doit le faire seul. Mais il y a cet accompagnement avec des experts comme nous qui nous permettent de nous guider. Parce que c'est des questions simples quand on les entend, mais assez difficiles à répondre. Effectivement. Moi, j'aimerais rebondir aussi pour dire que j'ai envie de dire c'est presque obligatoire et ça devrait en tout cas être obligatoire parce que en même temps, se dire aussi pourquoi on est là, c'est la question principale presque. Est-ce qu'on a une mission de vie? Oui. Est-ce que sur tous les millions de spermatozoïdes qui ont été sélectionnés, qui ont réussi à... Voilà, on est là, on est quelqu'un d'unique. Et en même temps, dans le milieu professionnel, pour amener aussi, c'est super important parce que ça nous permet d'apporter une plus-value, d'apporter un caractère différenciant et surtout d'être aussi dans l'innovation. Parce que si on est, qu'on parle de concurrence, qu'on parle justement d'analyser le marché, si on est vraiment, je pense, d'une certaine manière, pour sortir un peu justement de tous ces codes, de toutes ces injonctions, si on est vraiment aligné, si on sait en fait pourquoi on est là, si on sait qu'on est capable de faire les choses différemment parce que c'est ce qui nous anime, c'est sur quoi on vibre, ça permet d'avoir une approche différente, ça permet d'avoir une réponse différente, ça permet d'être peut-être un peu plus créatif, ça permet d'être aussi dans le travail peut-être plus innovant. Et en même temps, c'est quelque chose qui, je pense, ne doit pas se faire qu'une seule fois, puisqu'on évolue. On a aussi une multitude de générations autour de cette table. Les expériences font que voilà, la vie nous amène à comprendre qu'au départ, peut-être qu'on a fait notre Ikigai, on était animé par quelque chose de précis. Et au final, l'expérience de vie nous montre qu'on change un peu, on va un peu plus à droite, un peu plus à gauche. D'ailleurs, même dans le yoga, on dit aussi qu'il n'y a de constant que le changement. Les émotions aussi sont constantes, donc forcément, cet Ikigai peut aussi bouger. Et tant mieux, ça veut dire qu'en plus, aujourd'hui, on n'a plus un modèle où on rentre dans une carrière professionnelle et on y passe 25 ans, 35 ans. On est dans quelque chose d'évolutif, le monde évolue, les nouvelles technologies, les choses aussi, les phases un peu endémiques comme le Covid ramènent aussi un bouleversement. Donc avoir cet Ikigai qui est aussi mouvant et être accompagné nous permet en tout cas de, à chaque fois, surfer sur cette vague de la vie.
Exactement, c'est ça la vie au final, c'est des changements, des expériences. Je pense que chacune, vous avez eu, on va dire même plusieurs vies dans une vie et c'est ça aussi que vous nous partagez. Donc on parlait avec India donc, de son parcours, des différents postes qu'elle a eus et qui l'ont emmenée jusqu'à maintenant. Et on parlait aussi d'enfants intérieurs et je crois que mesdames voulaient aborder ce sujet. Donc Marie-Laure nous en explique un peu plus, si c'est possible, donc de l'enfant intérieur et de comment est-ce qu'il existe en nous. Cet enfant intérieur, c'est ce qui nous anime depuis la tendre enfance et c'est peut-être aussi ce qu'on n'a pas réalisé en tant qu'adulte. Donc se reconnecter à cet enfant intérieur, ça permet de réaliser finalement nos rêves et c'est important de s'interroger sur, finalement ce serait répondre à la question qu'est-ce que je veux vraiment ? Qu'est-ce que je veux dans ma vie ? Et on a tous les réponses en nous en fait, il suffit d'aller les chercher. Et comment ça se passe justement ? Comment est-ce qu'on va chercher cette réponse ? En allant au plus profond de nous-mêmes. Donc c'est vrai qu'en étant accompagné, ça permet de se poser les bonnes questions. Et puis au-delà des questions qu'on peut se poser, c'est après la mise en action. C'est oser sortir de notre zone de confort et aller vers le changement justement. Donc il n'y a que par l'action qu'on peut aller vers ça. Très bien. J'ai envie de me permettre de rebondir en fait en prenant un exemple. Quand j'étais plus petite, quand j'étais plus jeune, ma tante, d'ailleurs je ne sais pas si elle regarde, je la salue, et elle me disait mais tu bouges tout le temps, tu bouges tout le temps. Et tu disais quand tu étais plus petite que tu voulais être hôtesse de l'air. C'est quelque chose que j'avais oublié. L'année dernière, elle m'a dit alors tu es encore dans un avion ? J'ai dit, mais pourquoi tu dis ça, Tati ? Elle m'a dit, mais tu te rappelles quand tu étais plus jeune, tu disais que tu voulais être hôtesse de l'air ? J'ai dit, ah oui, c'est vrai. Donc non, je ne suis pas hôtesse de l'air. Et je salue toutes ces chères madames qui font un très beau travail. Mais j'ai un métier, des activités qui me permettent d'être multipotentielle, multicasquette et de voyager. Donc en fait, c'est quand tu disais, quand on a souvent les réponses, donc je n'ai pas fait précisément ce métier-là, mais je fais quelque chose qui m'épanouit encore plus, où je voyage. Et c'est aussi, j'ai pris cet exemple personnel pour imager, et c'est aussi en ce sens que nous, professionnels, on peut accompagner les personnes à pouvoir se retrouver, mais aussi à parler à cet enfant intérieur, pour avoir des réponses. Quand on parlait de la mission de vie, certaines fois, on peut faire un blocus, tout simplement parce qu'il y a plein de choses, il peut y avoir plein de barrières. On va parler même de la barrière de l'ego, cet écran de nous-mêmes qui se construit au fil des années, des expériences, des influences, qui va venir en quelque part masquer ce moi profond. Eh bien, par des différentes techniques qu'on détaille quand on fait des séances, nous accompagnons en fait la personne à pouvoir se recentrer justement, à aller au plus profond d'elle-même pour avoir des réponses sur cette fameuse question aussi de mission de vie. Et à même guérir des blessures. Voilà, ça peut aller bien plus loin encore. Mais c'est vrai que certaines fois, enfin, j'ai pris l'exemple de ma tante, mais certaines fois, certaines choses que nous disons, finalement, on pense que c'est peut-être inutile, ou on le dit comme ça, sauf que on a retenu, on retient. Et on fait certaines fois des choix de vie, donc voulus, conscients ou inconscients par la suite. Et l'éducation aussi a un rôle fondamental là-dedans, parce qu'en bilan de compétences, j'ai accompagné des personnes qui m'ont dit j'ai fait de la comptabilité parce que mes parents voulaient que je fasse de la comptabilité ou de grandes études. Et puis arrivé à 40 ans, 50 ans, après quelques années dans le même domaine, ces personnes se disent non, en fait, j'ai envie de revenir à ce qui m'anime vraiment. Et il y a des transformations qui sont fulgurantes. J'ai par exemple des comptables qui sont devenus couturières ou une pharmacienne qui est devenue naturopathe, une esthéticienne qui a changé aussi pour devenir formatrice parce qu'elle avait toujours voulu transmettre. Donc c'est vrai, c'est cette reconnexion à soi en fait. Il y a tout ce qui nous limite, nos croyances limitantes, l'éducation, tout ce qui peut nous conditionner. Et puis quand on arrive à sortir de son conditionnement, c'est pas évident, mais c'est faisable, on peut aller vers qui on est vraiment. C'est super important en fait pour rebondir à tout ce qu'elles ont dit, en fait d'écouter ses rêves et de passer par le jeu, parce que souvent l'enfant quand il joue c'est qu'il exprime ses rêves. Donc quand tu disais ta tante te disait que donc revenir en se disant mais voilà, quand j'étais petite, qu'est-ce que je voulais faire, c'est une question super importante, interroger l'enfant intérieur, se dire mais voilà, j'avais des rêves, et continuer à les cultiver en fait, parce qu'effectivement
c'est souvent nos croyances limitantes qui ne nous permettent pas de finalement les réaliser. Puis en fait, pour rebondir sur ton petit exemple, pareil, moi quand j'étais plus jeune, je voulais être avocate, psychologue et enseignante. Et qu'est-ce qui a fait que je ne suis pas allée vers ces domaines d'études? C'est non mais c'est bouché. Mais dans 10 ans, qui t'a dit que ça sera bouché? Aujourd'hui, il n'y en a pas assez. Donc au-delà de l'éducation, il y a vraiment aussi le temps dans lequel on évolue. Et pour reprendre justement ce concept de changement, c'est que plus on avance, les choses changent autour de nous et on veut pas, faut pas se bloquer là-dessus. On arrive, imaginons quelqu'un qui veut être astronaute, qui voulait être astronaute quand il était jeune. Il se dit, réalistiquement, mesdames, c'est bien beau ce que vous dites, mais comment je fais pour devenir astronaute à 40 ans? Mais ça ne veut pas dire tu vas être astronaute. Pour reprendre ton exemple, tu peux justement toucher du doigt ce qui t'animait. Toi, dans ton langage d'enfant, tu as voulu être astronaute, mais ce que tu voulais vraiment, c'est peut-être juste être plus connecté, à en savoir plus sur l'univers, l'espace. Donc, il y a beaucoup d'autres façons. Peut-être prendre un cours à la NASA, il y a des formations en ligne maintenant. Ça peut se représenter sous différentes formes et il ne faut pas se limiter à ce qu'on connaît. Parce que finalement, avant, justement, il y a plein de nouveautés, plein d'innovations qui ont vu le jour. Avant ça, on ne savait pas que c'était possible. Donc en fait, c'est vraiment garder cet esprit ouvert et se dire, je peux maintenant, voyons voir dans ma réalité comment je mets en place pour ressentir, pour finalement vivre ce que j'avais envie de vivre quand j'étais plus jeune. Et là, ça donne un côté un peu plus réaliste, que souvent les gens me disent, non mais c'est bien beau ce que tu dis, mais bon, voilà. Mais elle a dit quelque chose d'important aussi. Elle a dit voilà, j'ai pas été vers ce métier parce que c'était bouché. Mais oui, va si c'est ta voie, parce que tu vas forcément le faire d'une autre manière en fait. Oui, tu vas le faire avec ta personnalité, avec tes émotions. Donc c'est important en fait de s'écouter, d'aller quand même vers cette voie, vers son ikigai, même si on nous dit ou même si nos parents nous disent non, mais va plutôt faire comptable parce que ça va te rapporter plus d'argent, parce que tu as plus de sécurité. C'est important à un moment de se dire non, c'est vraiment ma voie, quel que soit, je sais que je saurais le faire avec ma personnalité, mes émotions, ce que je suis, et c'est comme ça que je peux mieux le transmettre aux autres en fait. Tout à fait. Et juste pour rebondir, si je peux en fait par rapport à cette question de croyances limitantes et l'impact des croyances limitantes justement dans les choix qu'on peut faire. Les croyances limitantes, on a parlé de l'ego, on a parlé de l'éducation, on a parlé du changement, en fait, de l'environnement. Mais tout ça, ce sont des facteurs qui peuvent être limitants pour nous, finalement, nous empêcher de réaliser ce qu'on souhaite faire, sans compter tous les freins que nous nous mettons nous-mêmes, n'est-ce pas? Donc, c'est vrai que dans cette dynamique, je reviens sur, comme je parlais du fait de pouvoir affirmer, de prendre un temps tout simplement. Donc là, si je peux donner moi une technique très simple, c'est d'arriver à affirmer des petites choses, petit à petit, des petits pas, qui vont m'emmener vers la lumière, d'arriver à affirmer ce que je veux faire. C'est tout simple. Si je pense que je ne vais pas y arriver, transformer, je ne vais pas y arriver en disant, pour que j'y arrive, je ferai. Ou du moins, pour que j'y arrive, il faut que je. C'est une petite phrase, hein? Changer, faire un petit switch. Je ne vais pas y arriver. Pour que j'y arrive, je dois, ou il faut que on change. Donc, c'est une petite technique qui nous aide déjà, qui nous met dans un switch, qui va nous permettre de réfléchir de façon différente pour trouver une solution. Je mets mon cerveau en solution. C'est ça, c'est le retournement des croyances en fait. Au lieu de partir de nos peurs, il faut partir du résultat que l'on souhaite. Et après, c'est la loi de l'attraction qui se met en œuvre. Et les affirmations positives aussi. Qu'est-ce qu'on va donner au subconscient? Qu'est-ce qu'on va mettre en place comme phase? Les intentions qu'on va mettre dans l'action. Donc, voilà, il y a tout un panel d'outils, mais très simple en fait. Ben oui, et souvent c'est de la répétition, et souvent c'est des croyances, le croire et l'incarner. Quand tu dis voilà, est-ce que je peux être astronaute? J'incarne l'astronaute. Donc effectivement, peut-être que je ne vais pas être dans cette fusée, mais en tout cas, je vais incarner ses valeurs, je vais incarner cette femme qui va conquérir l'espace. Donc il y a toutes ces petites choses en fait, ces petits détails, ces petits pas qui nous permettent au final d'arriver vers notre rêve. Mais oui, parce que très simplement pour tout un chacun, on le sait nous, mais on va le détailler pour les téléspectateurs, ce que je pense, je crée. Donc si je pense que je ne vais pas y arriver, qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, je vais croire, on passe par la croyance. Je crois que je ne réussis jamais ce que j'entreprends. Je vais passer à la télé, là, je pense que je ne vais pas y arriver. Il se passe quoi? Les mains sont moites, je perds mes moyens, je perds mes mots, je commence à bégayer, je commence à dégouliner. Je passe à la télé, franchement, le résultat, c'était pas bon. Le résultat, ça donne quoi? Il n'est pas bon. Je me sens pas bien. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça vient renforcer ma croyance qui va dire que finalement, je ne sais pas, je vais pas y arriver. Vous voyez? Que si je change déjà ma manière de croire, en travaillant sur la croyance,
je vais automatiquement avoir un résultat qui va venir déconstruire, c'est de la déconstruction, hein, on parlait de choses compliquées qui engagent, je vais venir déconstruire ce que je crois pour justement croire du positif, affirmer du positif, ressentir le positif, déclarer le positif et agir positif. Tout à fait. Puis je pense qu'on sous-estime vraiment cette histoire de pensée. En fait, on a des croyances dans tous les cas. Il y en a juste qui sont finalement positives, il y en a qui sont limitantes. Donc finalement, qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je choisis de me limiter ou est-ce que je choisis d'avancer? Et en fait, il faut juste intégrer ça et transformer son langage qu'on se donne à soi-même, mais aussi aux autres. Faire attention au langage qu'on donne aux autres, aux enfants par exemple. Parce que vraiment, c'est tout bête. Hein, c'était ma cousine qui m'a dit, non, qui devait passer, je pense, son examen. Et en fait, elle me disait, je pense que je ne vais pas trouver de travail. Ça a duré 5 secondes, cette conversation. Mais ça a intégré une croyance que c'est pas pour moi. Il ne faut pas que je fasse enseignante parce que je ne vais pas trouver de travail, je n'aurai pas d'argent. Donc, c'est vrai que c'est simple. C'est des automatismes en fait à mettre parce qu'on fonctionne par automatisme. La plupart des choses qu'on fait, c'est des automatismes. Donc finalement, pour enlever un automatisme, il faut juste en remettre un nouveau. Et par contre, il faut avoir la volonté de le faire. Exactement. C'est vrai que ça au final, on le dit, on revient sur ça, c'est vraiment oser d'abord s'écouter, mais aussi oser penser positif, penser différemment et puis essayer de déconstruire tout ça. Et pour ce faire, vous pouvez donc vous retourner vers ces professionnels. Donc je vous le rappelle, parce que nous sommes déjà arrivés au terme de ce focus. Donc nous avions donc India Chesnel, coach en intelligence émotionnelle, Barbara Montpierre, coach professionnel en communication émotionnelle, Muriel Lantin, professeur de yoga et donc qui a donc créé le concept Mindfulness Yoga. Et enfin, Marie-Laure Giroudière, formatrice et créatrice des ateliers Murmures d'enfance. Donc, vous pourrez retrouver ces 4 expertes, ces 4 professionnels donc sur leurs réseaux sociaux, Instagram, et également pour Marie-Laure sur son site internet, les ateliers Murmures d'enfance. Donc, n'hésitez pas, si vous avez envie de changement dans votre vie, qu'il soit personnel ou professionnel, à vous tourner vers ces professionnels ou même vers d'autres et à vouloir le changement dans votre vie, comme on dit. Et passer à l'action. Exactement. Je vous remercie infiniment, mesdames. Merci. On vous souhaite une excellente soirée sur Canal 10 et je vous dis à demain à partir de 18h30.